La pauvreté dans le Val-Saint-François, je trouve difficile de répondre à cette question-là. Quelle forme elle prend? Je pense qu'on a tous des conceptions de ce qu'elle est. L'essentiel de la culture de la pauvreté, c'est le sentiment d'impuissance. Par tous les préjugés, ça fait dire qu'on réussira jamais notre vie, que ben, si on va aux études, on finira jamais nos études, si on va se trouver une job. Automatiquement, si on allait premièrement se trouver une job ici à Valcourt, quand ils voyaient que c'était l'adresse Plage Jeanne-Mance, ils nous engageaient pas parce qu'on venait d'ici. Tous les jugements portés, c'est comme si quand tu es identifié pauvre, tout ce que tu fais est jugé. On entend tellement que les pauvres, c'est des ci ou des ça, ou quand tu es sur l'aide sociale, qu'on est des bons à rien. Un des préjugés que moi je trouve difficile, que je suis tannée d'entendre, c'est que les gens sur l'aide sociale, c'est tous des gens qui veulent pas travailler, qui sont bien là-dedans, qui veulent pas changer. Ce sont des gens paresseux, dans le fond, que s'ils faisaient plus d'efforts, ils pourraient travailler, que dans le fond, ils ont tous un écran plat, ils ont tous la dernière technologie. Plus un deuxième élément de la culture de la pauvreté, c'est l'incapacité de planifier. De sorte que tu ne regardes jamais comment tu vas changer l'avenir. Tu fais juste vivre le temps présent. Tu charries ton présent dans une brouette. Souvent, les revenus ici dans le Val-Saint-François sont élevés. On a des grandes entreprises, entre autres la Domtar, BRP, qui offrent des excellents salaires. Donc, on se dit qu'il n'y a pas de pauvreté. Puis on est dans une MRC où la disparité des salaires hommes-femmes est la plus grande en Estrie. Je pense qu'il y a beaucoup d'isolement aussi. On parle de pauvreté matérielle, mais il y a aussi de la défavorisation sociale. Il ne faut pas la cacher non plus. Je pense qu'elle prend différentes formes, puis il faut apprendre à la connaître. Gaston Michaud, je suis citoyen de Racine, pas jeune, j'ai 79 ans demain. La Brunante, vous avez la maison derrière ici, mais avant d'être une maison, c'est un groupe de gens. C'est un groupe de coopérateurs, d'entraidants qui habitent à l'intérieur, puis qui sont heureux d'être là. Habituellement, quand quelqu'un passe la retraite, on est porté à le tasser. Il n'est plus utile à grand-chose, puis on a tendance à les placer. Alors, ils sont capables de se placer eux-mêmes, là. On a tendance à les placer dans des beaux châteaux, dans la ouate, mais en disant de fermer leur gueule et puis de plus être dans les jambes des citoyens ordinaires. Alors, on ne dit pas parce qu'on a 75 ans et plus qu'on peut plus rien décider sur sa vie. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une coopérative, parce que justement, c'est eux autres qui la gèrent leur maison, c'est à eux. Alors, c'est eux autres qui forment l'Assemblée générale, qui forment le CA et qui prennent les décisions qui leur semblent les meilleures pour la conduite de leur existence. Notre base, vraiment le fondement de toute notre action ici, c'est qu'on ne transplante pas un vieil arbre. Depuis 11 ans, on n'a pas entendu le mot bénévolat. On a toujours parlé d'entraide. Et je trouve ça fondamental parce que quand on a décidé de construire cette maison-là, la population a décidé de se donner une ressource à elle-même comme communauté. On a eu le sentiment qu'on se donnait une richesse commune. Racine, au point de départ, c'est une population très, très, très pauvre. Comme les terres étaient rocheuses, pauvres, les familles grandes, etc., qui avaient peu de moyens, l'entraide a été une nécessité de survie. Et c'est probablement le patrimoine le plus profond de Racine. Ici, on est aux cuisines collectives de Richemont. Nous, on est appelés les Tabliers en folie. C'est ça, c'est des cuisines collectives qu'on regroupe entre 2 à 5 personnes. Fait qu'on va faire une planification. On va y aller avec les spéciaux, c'est sûr, de la semaine, là, quand ils viennent. Nous, on fournit tout ce qui est base. Fait que farine, gruyot, cassonade, ben, tout ce qu'on voit ici, les épices, c'est tout vraiment nous qui le fournissons. Ici, ben, c'est une sorte d'entraide aussi qu'on fait. Et en étant là 3 organismes dans la même bâtisse, ça l'aide beaucoup. Fait oui, on voit là, autant le rivage, le café communautaire, les personnes. Fait que c'est vraiment magique, les moments qu'on voit là, avec les personnes. Là.
Le Rivage du Val-Saint-François, en fait, c'est un organisme alternatif en santé mentale qui a pour mission de favoriser l'intégration des personnes qui vivent ou qui ont vécu avec une problématique de santé mentale. Des fois même, on utilise le mot « expérimente » parce qu'on considère que c'est une expérience dans un cheminement de vie, puis c'est pas juste un diagnostic qu'on pose sur les gens. C'est un tabou, hein, la santé mentale. Moi, j'ai fait une marche il y a 2 ans pour sensibiliser la communauté de Richemont et les alentours aussi. Plus qu'on en parle, plus que les gens vont avoir moins tabou, puis ils vont avoir moins peur de la santé mentale. On implique beaucoup les membres dans le fonctionnement de la ressource. Donc, les membres sont présents au conseil d'administration, ils sont présents dans les différents comités. J'aime beaucoup m'impliquer au Rivage. J'aime tellement le Rivage, c'est mon 2e chez moi. C'est qu'on est vraiment dans une dynamique d'action au Rivage. On n'est pas dans une dynamique de service. On préfère encourager l'entraide entre les membres, puis que les membres se valorisent dans leur capacité à soutenir les autres. Parce que ça nous permet de sortir nos forces entre nous, entre les membres, puis les appliquer pour ceux qui veulent s'impliquer. On a un café communautaire, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent y travailler. Ils n'ont pas rien de consommer, ils peuvent venir juste jaser. Au café, c'est vraiment un lieu qui est ouvert à tout le monde. C'est un lieu qui est vraiment malléable, on peut faire ce qu'on veut avec, puis toujours dans le but de favoriser un esprit de communauté puis un lieu d'appartenance. Le Centre des femmes du Val-Saint-François, c'est la promotion du mieux-être des femmes, puis c'est soutenir les femmes qui vivent des difficultés. On essaie vraiment de répondre aux besoins des femmes, de ce qu'on voit comme problématiques qui sont plus présentes dans les dernières saisons. Les femmes sont plus à risque de vivre de la pauvreté à tous les moments dans leur vie. À commencer à l'adolescence, par exemple, si une jeune fille devient enceinte et décide de garder son bébé, ben là, elle s'en va vers une filière qui risque de l'appauvrir pour plusieurs années, si ce n'est pour le reste de sa vie, parce qu'avec des enfants, ça demande tout un courage pour réintégrer études, travail, tout ça. Moi, ça a pris, 5 ans avant que je me décide d'aller au Centre des femmes parce que je me sentais pas prête. Et je voulais que ça vienne vraiment de moi-même et non que le monde dise « vas-y, vas-y, vas-y ». Il fallait que ça vienne de moi. Et oui, ça a pris du temps, mais je regrette de ne pas y avoir été avant, par contre. Ici, on le voit beaucoup, les séparations, surtout en contexte où il n'y a pas une union légale, ben, ça fait en sorte que les femmes vont vraiment parfois avoir, à leur grande surprise, tous leurs acquis matériels disparaître et devoir recommencer une vie avec presque rien. Elles peuvent devenir des aidantes naturelles, surtout à partir de la cinquantaine, pour soutenir leurs parents vieillissants, ou parfois ça peut être un enfant qui a des difficultés importantes. Au Centre des femmes, ben, c'est de voir qu'on n'est pas seul. On se croit toujours qu'on est tout seul, qu'il y a des problèmes. T'sais, que c'est juste nous, me semble, pas les autres. Et ça frappe parce qu'il y en a vraiment qui ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie. Puis le témoignage de ces personnes-là, là, ça frappe, ça vient nous chercher, puis là, on s'entraide, puis c'est ça qui est merveilleux. Quand on aide une femme, on aide bien plus qu'une personne, puisqu'on aide tout le monde qui gravite autour de cette femme-là. Donc, si les femmes vont bien, la famille risque d'aller un petit peu mieux, puis peut-être les couples aussi, puis... peut-être la communauté. La communauté. De se faire valoriser, mais aussi de dire que c'est pas juste les autres. Nous autres aussi, on a le droit d'être écoutés, puis d'avancer. Puis nos rêves, les rendre réalité. C'est ce sur quoi on travaille, entre autres, au Centre des femmes, c'est d'aider les femmes à donner de la valeur à tout ce qu'elles font comme travail non rémunéré. Ça a une valeur pour la société. Puis des fois, ben, la société elle a comme intérêt aussi à ce que ça reste comme ça. Hein. Fait que nous, on travaille un peu à aider les femmes à changer ça, à reconnaître la valeur qu'elles ont et de ce qu'elles apportent à la société. En tout, nos points de service, en fait, on cohabite avec une maison de la famille. Pour ce qui est du Val-Saint-François, c'est la maison de la famille Les Arbrisseaux. Une maison de la famille, c'est un lieu de rencontre pour les familles, un lieu d'échange, un lieu d'activité, de service. Nous, ici, l'activité la plus populaire, c'est le Brin d'éveil, qui est un atelier parents-bébés de 0 à 6 mois. On y aborde différents thèmes, l'adaptation au rôle de parent, l'alimentation, le sommeil, les pleurs, le choix du milieu de garde, mais il y a aussi différentes activités entre le parent et le bébé. On a aussi des ateliers
par enfant 2-5 ans. L'objectif premier, c'est d'aller passer un beau moment avec son enfant, bouger, découvrir des activités qu'on peut recommencer à la maison. Donc, nous, on rejoint environ une centaine de familles par année. On offre nos services dans 3 points de service, Valcourt, Windsor, Richmond. Ici, le Val-Saint-François, c'est un milieu semi-rural, semi-urbain, entre les deux. Il y a des gens qui vivent vraiment à la campagne dans des rangs, mais il y a des centres un peu plus urbains. On a le souci d'aller proche des familles parce que c'est pas toujours évident de faire une demi-heure de route en plein hiver pour se rendre à des activités. Donc, je pense qu'une des richesses, c'est le travail en partenariat. On travaille en étroite collaboration, je pense, avec tous les autres organismes communautaires puis d'autres organismes de façon plus large pour vraiment s'assurer ensemble, d'essayer d'améliorer les choses. Il y a beaucoup de monde qui travaille en collaboration pour ça, puis je pense qu'on est chanceux parce qu'on travaille vraiment ensemble plutôt qu'en compétition. Il y a une préoccupation plus grande pour les personnes appauvries dans le Val-Saint-François. Le projet d'accompagnement des familles, c'est d'aller rejoindre les gens qui vont pas vers les services d'emblée parce qu'ils ont peur, parce que c'est menaçant, parce que c'est stigmatisé si on va chercher les services. On essaye le plus possible d'être visible dans le milieu, d'aller dans les milieux où ils vivent, les parcs, dans la rue en marchant, d'essayer de faire des contacts, de participer à beaucoup d'activités familles pour essayer de rejoindre le maximum de familles possible aussi. L'Office municipal d'habitation nous a ouvert les portes. C'est sûr que ça nous a permis d'entrer en contact avec une majorité de familles. Les groupes d'achat, ça en fait partie. On a entendu ce besoin-là, puis on a essayé d'en créer un avec les familles. On est dans un local du HLM de Windsor. Aujourd'hui, on prépare les paniers d'épicerie de ceux qui ont commandé. Mais plus ça va, plus que ça a tendance à grossir. C'est apprécié du monde. J'ai eu le mandat de faire des projets pour améliorer l'accessibilité à la nourriture de qualité pour les gens à faible revenu. Puis un de ces projets, c'est entre autres aider les groupes d'achat à se développer, puis à grossir, se faire voir, etc. Il y en a un ici à Windsor, puis il y en a aussi un à Valcourt. La journée que les gens reçoivent le chèque, on ouvre, puis là, c'est comme notre grande vente du mois. On a toujours un peu de stock qui nous reste. On se dit que les gens n'ont pas faim juste au début du mois. Ce que ça permet le groupe d'achat aussi, c'est maintenir des prix qui ont de l'allure pendant tout le mois. Fait que les gens peuvent se permettre aussi d'avoir accès à ces rabais-là, même pendant qu'ils ne sont pas, mettons, à l'épicerie en ce moment. Pour fruits et légumes, souvent, de par la quantité qu'on pourrait acheter, exemple, ça nous revient pas mal moins cher même que les spéciaux en épicerie. En fait, c'est un kiosque de légumes que j'ai été voir pour savoir si c'est prêt à faire des dons ou des ventes à prix réduit. Ils nous vendent vraiment moins cher les produits qui sont déclassés qu'eux, ils peuvent pas vendre. Et de cette façon-là, on a des produits bio, mais beaucoup moins chers. Déclassés, c'est des produits qu'ils peuvent pas vendre parce qu'ils sont pas beaux ou qui ont des petits picots dessus. On cite beaucoup les personnes qui en ont besoin, les personnes à faible revenu, les familles, les enfants. Fait que je suis récemment dans le groupe des bien-être social, mais j'ai tellement été habituée à travailler et à faire de quoi. J'ai une grosse famille, puis je suis habituée à travailler sur une ferme, sur une terre, puis rester dans l'inactivité, ça ne me faisait pas. Fait que là, j'ai cherché de quoi à faire. Fait que là, j'ai trouvé ça, c'était à faire. Fait que je me suis lancée là-dedans, avec plaisir. Au début, quand il a parti ça, on a embarqué 100%. Là. Au début, quand le groupe a commencé, je me suis dit c'est quelque chose qui fera pas long feu. Puis c'est plate à dire, mais ça fait 1 an qu'on l'a, notre groupe d'achat, puis je suis super fière, puis j'espère qu'on va se rendre à 10 puis 20 ans. T'sais. On se retrouve entre amis, on se retrouve en du monde, on aide du monde. Je suis là pour aider du monde, je suis là pour m'occuper. On fait du fun ensemble. Qu'est-ce que j'aime du groupe d'achat, c'est quand les clients arrivent ici, puis ça, ils arrivent, ils achètent ce qu'ils veulent, puis quand ils partent, ils ont tout à sourire. Oui. Parce qu'on s'annonce tout le temps pour leur monter le moral, puis on fait des jokes avec eux autres aussi. Le monde, ils sont plus réunis. Ils parlent plus, ils se connaissent plus, puis là, ils en parlent plus aussi. Même en ayant travaillé longtemps avec les assistés sociaux, très rares sont les gens qui n'ont pas quelque chose à offrir. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. Nous autres, c'est sûr qu'on veut pas juste avoir des gens pour venir acheter,
Mais ceux qui sont capables de s'impliquer, puis peut-être qu'ils ont des petites choses cachées là, qui pourraient nous aider à améliorer nos choses. Et ça permet à tout le monde qui s'implique d'utiliser les forces de tout le monde puis les mettre en valeur, tu sais. C'est vraiment le sens du partage puis de l'aide. Alors, le rôle du Centre d'action bénévole, c'est de faire la promotion de l'action bénévole et de répondre aux besoins du milieu. Mais les services qu'on offre pour les personnes âgées, malades, handicapées au niveau du maintien à domicile, il y en a plus d'une quinzaine. Je vais en énumérer quelques-uns qui sont les plus connus. Dans le fond, la popote roulante, l'accompagnement transport, les rencontres amicales, les visites amicales, le carrefour d'information pour aînés. Pour les personnes et familles à faible revenu, nous avons les cliniques d'impôt, les cuisines collectives, les jardins communautaires, le dépannage alimentaire. Et tous ces services-là nous permettent d'augmenter ou d'améliorer la qualité de vie dans l'ensemble de la communauté de Valcourt et région. Alors moi, je suis coordonnatrice du Carrefour d'information pour aînés. C'est un service qui est géré par le Centre d'action bénévole. On aide les personnes aînées à accéder à l'information gouvernementale. Alors souvent, c'est difficile pour les aînés de savoir à qui s'adresser, quel document compléter. Donc nous, on les rencontre et puis on leur explique comment procéder, puis on les aide aussi à remplir les formulaires. Nous, on a peut-être une clientèle qui est un petit peu plus vulnérable, donc c'est-à-dire peut-être un plus faible réseau social, puis aussi peut-être de la difficulté aussi à comprendre l'information parce que vraiment l'information, elle est sur le web, donc il faut savoir naviguer. Et aussi, il y a beaucoup d'informations, alors savoir trouver la bonne information, c'est pas toujours évident. Aussi, les personnes âgées peuvent vivre des événements qui sont difficiles en vieillissement, donc la perte d'un être cher ou un déménagement dans une résidence. Donc, ce sont des événements qui font, qui vont les déstabiliser peut-être, et puis ça devient des fois un petit peu plus difficile de s'y retrouver dans tout ce qu'on a à compléter par rapport aux documents. Ici, nous sommes au jardin communautaire. Dans le fond, les gens ont accès au jardin moyennant un petit montant pour la location. On a fait aussi des bacs surélevés pour les personnes soit à mobilité réduite ou des gens qui ne peuvent pas jardiner là, à quatre pattes par terre. La priorité, c'est les gens du HLM. Et tout le monde nous déconseillait de faire un jardin communautaire à proximité de HLM parce qu'ils disaient « ça ne fonctionnera pas, vous allez vous faire voler ». Bien, depuis que les jardins existent, on n'a jamais eu de problème parce que les gens, ils ont comme une appartenance, ils se surveillent, ils tiennent à leur jardin, puis ils veulent que ça reste beau. Les gens aussi, ce qu'on a remarqué la première année de culture, aussitôt que les gens avaient un petit peu plus de fèves ou de tomates, bien, ils partageaient, ils donnaient à leurs voisins. Quand on leur donne les moyens, nous, on est là pour les soutenir, pour les faire grandir. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que quand les gens s'impliquent, ça leur donne du pouvoir. Puis quand ils ont du pouvoir, bien, ils ont le goût de continuer à mieux vivre aussi. Fait que donc, ça a un impact sur leur qualité de vie, puis sur la qualité de vie de toute la communauté. Quand les bénévoles viennent aux cliniques d'impôt, puis qu'ils reçoivent les gens qui viennent pour faire remplir leur rapport d'impôt, ils se rendent compte à quel point il y a des gens qui vivent avec un niveau de revenu très peu élevé. Et la santé est un élément important. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes de santé physique, souvent les gens ont déjà eu un bon emploi, vont nous dire « j'ai déjà eu une automobile ». Les gens vont nous dire « j'ai eu une autre vie avant ». Moi, j'ai toujours travaillé avant, mais j'ai été arrêté plus il y a une dizaine d'années, quand j'ai eu mes 5 comptages. J'ai travaillé en sécurité avant d'avoir un AVC puis d'être incapable de marcher pendant 3 ans. C'est pas parce qu'on arrête, on a une maladie, qu'on n'a pas travaillé pendant 35 ans avant. Là. Ça fait pas longtemps que je suis sur l'aide sociale. J'ai toujours été une travailleuse qui a toujours bûché. On a travaillé avant, on a fait beaucoup d'ouvrages. On a payé des impôts. Oui, beaucoup. Oui, personne ne choisit la pauvreté. C'est pas une option, c'est vraiment quelque chose qui t'arrive parce que la vie ne te réserve pas les meilleurs morceaux, puis tu choisis jamais ça, il faut que tu te débrouilles avec. C'est vraiment une question de survie. Avec des enfants de l'aide sociale, on survit en tabarouette. Moi, ça a été mon cas.
Une des choses que je souhaite que les gens retiennent, c'est auprès des familles, il faut pas confondre la pauvreté et la négligence. Souvent, on mélange les deux. On a tendance à poser beaucoup de préjugés, un regard qui est beaucoup plus stigmatisant quand on va dans un loyer qui est pas nécessairement beau, qui est pas nécessairement propre. Ça veut pas dire que le parent est incompétent. Oui, ceux qui vont écouter cette vidéo-là, c'est arrêter de se fier à les étiquettes, d'aller cogner, puis aller creuser. Y a-t-il quelque chose qu'on peut l'amener sans retirer les enfants là, puis tout de suite mettre la vignette mère condamnée, là, tu sais. Il faut prendre le temps de vraiment bien comprendre les situations, connaître les familles, puis voir c'est quoi le besoin réel, parce que si l'enfant a l'air pas bien habillé ou mange pas bien, mais c'est peut-être pas que le parent veut pas, c'est peut-être juste qu'il n'en a pas les moyens. On voit des femmes qui vivent la pauvreté et c'est pas des femmes faciles à rejoindre. Puis on se le disait tout à l'heure, les femmes vont vraiment dire en tout dernier recours qu'elles vivent une situation de pauvreté. Elles vont tout faire pour pas que ça paraisse, vont amener de la nourriture à leurs enfants, vont se priver. On en est consciente avant de dire « ouais, moi, ça arrive pas ». Moi, je dirais que les personnes âgées s'appauvrissent présentement. Les coûts augmentent. Électricité, téléphone, fait que c'est quasiment un luxe des fois d'avoir le téléphone, là. Et les coûts de l'alimentation, les coûts du logement, tout augmente, tout est rendu très dispendieux. Les gens, beaucoup de personnes sont seules aussi, donc ça aide pas non plus à partager les frais reliés à ça. Oui, il y a des fois, tu dis, comment ça se fait qu'on se révolte pas? Ça n'a pas de bon sens collectivement, parce qu'on est isolé qu'on se révolte pas. Parce que si on avait un sentiment de quelconque puissance, ça brasserait. Mais je pense qu'un élément important de solution est dans les valeurs de la société. Moi, je pense que tant que la société, le partage va rester une valeur importante, je pense que ça nous donne quand même un peu d'espoir. Je l'avais identifié que l'entraide était la solution à la pauvreté, la solution au manque de respect. Il y a l'entraide d'un côté, mais il y a la solidarité. Moi, je pense que c'est ensemble qu'on peut améliorer notre sort. C'est important qu'il n'y ait pas de personnes qui soient laissées pour compte. De plus en plus, l'économie va bien, mais les gens ne travaillent plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Je pense qu'il ne faut pas mettre de côté tous les programmes gouvernementaux. C'est important que le gouvernement joue son rôle de partage de la richesse. Ça, je pense que c'est important qu'on baisse pas les bras, qu'on n'avoue pas notre impuissance et puis qu'on parte avec des choses qui sont pas des grandes affaires de principe, mais en impliquant les citoyens. La première chose que je dirais, moi, c'est qu'il ne faut plus juger. C'est fini, ça, ce temps-là de préjugés. De toute façon, moi, je trouve que c'est comme un peu d'intimidation, ça, quelque part. Puis l'intimidation, bien, plus que ça va, plus que c'est tolérance zéro. On l'apprend à nos enfants. Je me dis, on est adultes, c'est à nous de l'appliquer avant que nos jeunes nous l'appliquent. Il y a un travail personnel à faire pour qu'on identifie qu'est-ce qu'on porte comme préjugés. Allez passer 10 minutes, à prendre le temps de connaître ces gens-là. Vous allez apprendre toutes sortes d'histoires, toutes sortes de vécus que vous pourriez même pas imaginer, savoir comment vous passerez à travers. Je pense qu'il faut d'abord être très humain vis-à-vis soi-même et très humain vis-à-vis des autres. Et ça commence d'abord par soi. On peut pas l'être avec les autres si on l'est pas d'abord avec soi-même. Tout un exercice